Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur NRTV dans cette nouvelle quotidienne du jeudi 2 novembre. Je suis très heureux d'être en votre compagnie pour parler aujourd'hui d'une page consacrée aux forêts de notre région, notamment votre compagnie Maxime Schumacher. Bonjour. Bonjour. Vous êtes garde forestier à Levaux qui organise le 22 novembre une soirée pour présenter la gestion des forêts organisée par l'AGEFOR. Alors oui, ça pose plein d'enjeux aujourd'hui, nos forêts avec le réchauffement climatique et aussi la faune et le gibier qui pèsent justement sur ces forêts et sur nos arbres. On en parlera tout à l'heure. Et puis en sport, bonjour Xavier Strasser. Bonjour. Et bonjour Manu Ribeiro. Bonjour. Alors félicitations à tous les deux. Vous êtes respectivement entraîneur et capitaine de la première équipe du FC Geneux-les-Beugniens qui hier soir s'est qualifié pour les quarts de finale de cette coupe vaudoise dont vous êtes les tenants en titre. J'imagine ce ouf de soulagement 5-1 face à Payerne. On reviendra sur ce match et on parlera de l'avenir ensemble. Et enfin en culture, bonjour à Naomi Cachot-Gallet. Bonjour. Vous êtes l'une des organisatrices de cette association DAP qui organise la 5e édition de la Journée des Arts à Nyon, qui a lieu le 4 novembre, avec des artistes comme vous, Céline Byrne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes artiste peintre et notamment on va parler de vos œuvres que vous allez exposer donc ce week-end à Nyon. Et de ton côté, Andrea, où es-tu aujourd'hui ? Bonjour tout le monde, c'est la journée de recrutement des pompiers, on y va, feu, c'est parti, regardez vite sous les temps. La première chose à faire quand on arrive, c'est signaler, c'est pouvoir se protéger. Il faut aller mettre un piéton à l'avant, puis à l'avant d'intervention. J'en peux déjà plus. Tout à l'heure. Merci beaucoup, jeune recrue Andrea, chez les sapeurs-pompiers. On se réjouit de voir la suite de tes aventures tout à l'heure. Mais place maintenant à une page consacrée aux forêts de notre région et de notre district. Avec vous, Maxime Schumacher, je vous en prie, rejoignez-moi sur ce plateau. Bienvenue sur le plateau d'NRTV. Vous êtes garde forestier à Levaux qui organise cette soirée le 22 novembre autour de la gestion des forêts, organisée par l'AGEFOR que vous représentez aujourd'hui. Alors, les forêts de notre région, c'est près de 3700 hectares de surface forestière. À Levaux, c'est 522 hectares avec bien sûr une activité autour du bois. 60% de l'utilisation des forêts pour la production de bois. Donc on va reparler de tout ça et des enjeux liés aux forêts justement. On le voit sur ces images. Mais d'abord, j'aimerais vous demander, Maxime, c'est quoi votre métier de garde forestier ? Qu'est-ce que fait un garde forestier ? Alors, le métier de garde forestier consiste à gérer les forêts qui nous sont confiées. Et donc, en l'occurrence, pour la commune de Levaux, je m'occupe de planifier les travaux, planifier les différentes mesures à prendre pour la forêt, surveiller l'évolution de la forêt, mandater les entreprises nécessaires à exécuter les travaux, soit par nos propres équipes, soit via des tiers. Mais c'est quoi, quand on parle de travaux en forêt, c'est quoi des travaux en forêt ? Alors, c'est l'exploitation des bois. Donc, on va prélever des bois en faveur de la production du bois, donc 60% cette faveur-là. Ouais. Donc, ça s'appelle les coupes de bois. Ensuite, on va vendre le bois qui a été coupé. Et puis en fait, faire les décomptes d'achats qui sont liés. D'accord. Ça, c'est une partie du travail. Ensuite, on va faire tout ce qui concerne le soin à la jeune forêt. Ouais. Donc, la faire évoluer. Oui. Donc, on veut cibler des arbres d'avenir. Et mon travail est de choisir ces arbres et de faire les travaux nécessaires pour que ces arbres puissent se développer. D'accord. Et donc, il y a tout ce travail de préservation de la nature, de la forêt, de sauvegarde aussi, et donc de développement. Mais puisqu'on parle du bois, alors on imagine que vous travaillez avec des entreprises, avec des bûcherons qui viennent justement couper le bois, mais comment est-ce qu'on sait, finalement, dans une forêt, comment est-ce qu'on choisit qu'est-ce qu'on va couper, en quelle quantité, et puis quels arbres on va ne pas couper, quels arbres on va planter, comment tout ça, ça se décide ? Alors la forêt, on a des plans de gestion qui sont établis pour chaque propriétaire. Et puis dans ces plans de gestion, on a une possibilité qui est définie suite à des inventaires qui sont faits par le canton de Vaud. Et ça, c'est un des outils qui m'aide à savoir les arbres que je dois couper. Et ensuite, par des visites de terrain, je sélectionne les arbres, soit les plus faibles, soit ceux qui commencent à être menaçants. Ouais. Et puis ensuite, je prends la décision
de les couper ou non, parce qu'on peut aussi laisser le bois pour la biodiversité, donc laisser les phases de dégradation se faire au fur et à mesure de l'évolution de la forêt. Quels sont les enjeux auxquels vous faites face aujourd'hui? Quelles sont vos problématiques que vous devez gérer au quotidien, justement, sur ces arbres et sur cette forêt? Alors, il y a évidemment le changement climatique qui nous touche de plein fouet. Depuis 2 ans, on voit vraiment les effets des grosses sécheresses d'été et puis le manque d'eau qui fait souffrir nos forêts, surtout dans l'arc jurassien. Et donc là, on intervient maintenant à ce qu'on appelle des coupes forcées, où dès qu'il y a des arbres qui commencent à dépérir, on intervient pour les prélever tant que ces bois ont encore une valeur. C'est quoi les risques finalement à terme de cette sécheresse? Est-ce qu'on peut dire que la forêt finalement se meurt à petit feu? Alors la forêt qu'on connaît actuellement se meurt à petit feu, mais après sur combien d'années ça va s'étendre, ça c'est encore dur à dire. Mais par contre, il y aura toujours de la forêt à l'avenir, parce que l'aire forestière ne diminue pas en Suisse. Et puis donc ça, on sait que c'est préservé. Après, c'est qu'est-ce qu'il y aura comme matière dessus. Donc ça, c'est des questions qu'on se pose actuellement. Ouais. Et le but est évidemment de faire évoluer avec les essences qu'on connaît, de favoriser ces essences-là. Alors, à l'inverse, c'est vrai, on parle de sécheresse et puis de certains arbres qui se meurent dus à cette sécheresse, mais à l'inverse, il y a aussi beaucoup d'arbres qui sont très verts, encore aujourd'hui en automne, notamment, ça c'est lié au fait qu'il a fait beau et chaud encore ces derniers mois. C'est quoi la conséquence aussi de ça, à l'inverse? Alors, on sait que les bois qui sont verts maintenant, ça ne veut pas dire que l'année prochaine, ils ne vont pas souffrir du manque d'eau qu'il y a eu cette année. Donc, de nouveau, on va aller sur le terrain pour voir ces arbres et savoir s'ils peuvent encore durer quelques années ou bien si on doit les prélever. Ouais. Et puis, on fait des travaux d'abord en fonction de la sécurité des infrastructures et ensuite, ma foi, on traite le reste de la forêt. Il y a un autre enjeu aussi à gérer pour la forêt, pour la préservation de cette nature et qui pèse justement sur la santé des arbres, auquel on ne pense pas forcément, mais en fait, c'est les animaux, c'est la faune finalement en forêt. Tout à fait. Alors, le cerf qui nous préoccupe dans le Jura, donc on a une forte présence du cerf actuellement. Et il met à mal le rajeunissement de la forêt. Donc, il mange les bourgeons, il se nourrit des arbres, des jeunes pousses. Et puis, ce qui fait que l'équilibre forêt-gibier n'est actuellement pas garanti pour l'avenir de nos forêts. On en parlait justement en début de semaine avec le chasseur et éleveur de cerfs à Chézeray, Antoine Schpilman. Je vous propose qu'on écoute ensemble justement ce qu'il avait à dire sur les cerfs en forêt. Et puis ensuite, on va commenter tout ça ensemble. On est franchement, en tant que chasseur, inquiet pour la survie du cerf dans notre région parce que les plans de tir sont devenus tellement importants à cause de soi-disant des dégâts en forêt. Les dégâts sont détenus par le canton, par les communes et ils veulent moins en moins de cerfs qui font des dégâts et qui sont de plus en plus sous pression par les promeneurs, par les chiens, donc ils restent plus en forêt, donc font plus de dégâts en forêt. Et aujourd'hui, on nous donne des plans de tir qui sont énormes et je pense qu'on arrive à un stade où si ces plans de tir continuent, d'ici 10 ans, il n'y en aura plus. Et en plus avec le loup, et donc à ce moment-là on pourra dire c'est le chasseur qui a tout tué, et je vous garantis que c'est pas le chasseur qui aura tout tué, c'est les législations qui nous poussent, parce que si on ne fait pas nos plans de tir en général, ce sont d'autres personnes qui viendront le faire après la chasse. C'est-à-dire vous êtes tenu à quoi par exemple? Est-ce que vous avez, vous me donner une idée des règles que vous devez actuellement suivre? Dans la belle région de la Dôle, ici, il y a environ 7 équipes de 12 chasseurs qui chassent. Et chaque équipe peut tirer 13 cerfs. Donc ça fait un grand nombre de cerfs et surtout c'est la quantité de mâles, par exemple, qu'il avait tiré cette année. On parle de 5 mâles sur 13 cerfs et ça c'est des quantités qui montrent vraiment qu'on veut une réduction absolue de cette population par les forestiers. On est franchement... Voilà le témoignage d'Antoine Schpilman donc ce lundi sur notre antenne. Alors bien sûr on sait les législations du canton, c'est pas vous qui les fixez en tant que garde forestier Maxime Schumacher, mais peut-être une réaction par rapport à ce que dit ce chasseur-éleveur, cet amoureux des cerfs qui nous dirait qu'il y aurait soi-disant des dégâts des cerfs en forêt. Mais vous, ce que vous dites à l'inverse, c'est que ces dégâts ils sont bien réels. Tout à fait. Alors le cerf est présent en nombre. Et puis donc si on veut garantir la forêt pérenne pour nos forêts à long terme, on doit le réguler. C'est-à-dire que là, le service de la faune suit ça de près. À l'heure actuelle, il y en a trop, mais ça ne veut pas dire qu'il va disparaître à l'avenir. Les plans de tir sont revus chaque année. Et puis dès qu'il y aura un nombre, que l'équilibre est atteint, et là l'État va commencer aussi à donner des restrictions par rapport à la chasse. Est-ce qu'on peut dire finalement que les gardes forestiers se préoccuperaient plus de la survie en fait, des arbres que des animaux en forêt?
Alors notre rôle, c'est vraiment de garantir la forêt. Et si on garantit la forêt, automatiquement, il y aura une palette d'animaux, d'insectes qui seront là. Et si on garantit le milieu, on a fait notre travail pour l'avenir. Un autre petit mot, Maxime Schumacher, avec l'actualité qui est la nôtre. On reparlait du loup dernièrement avec l'autorisation de tir dès le 1er décembre, le tir préventif qui a été autorisé par le Conseil fédéral, déclaration donc en ce 1er novembre. J'aimerais juste savoir quels sont les effets du loup justement sur nos forêts précisément. Alors à l'heure actuelle, on ne voit pas d'effet sur le loup, du loup pour la forêt. On voit qu'il y a toujours suffisamment de cerfs. Par contre, on voit que le cerf a changé son comportement. Il est devenu plus craintif, comme beaucoup d'animaux en forêt. Et ce qui fait que ça évolue. Pour l'instant, on n'a pas de recul, savoir si c'est bénéfique ou non pour la forêt. Alors ça, c'est pour la partie des animaux. Et puis, un dernier mot aussi, parce que je crois qu'il y a autre chose aussi, des dégradations potentielles en forêt. En fait, c'est nous, les humains, tout simplement, qui vont pour les loisirs, pour marcher en forêt, faire du vélo ou autre. Oui, tout à fait. Alors, la forêt est libre d'accès, donc c'est le Code civil qui veut ça. Et puis avec la population qui augmente dans le canton de Vaud, notamment dans le district de Nyon, on voit un surplus de population en forêt, aussi dû à cause du Covid. Et ce qui fait que parfois ça dérange la faune, et ce qui, par conséquence, dérange la forêt. Ouais. Donc on demande surtout de suivre les indications qui sont écrites en forêt, sur les panneaux d'information, et de suivre la réglementation qui est en vigueur. Il y a certaines zones qui doivent être protégées pour la faune, pour le rajeunissement de la forêt. Et si les gens appliquent ces règles-là, tout se passera bien. Sinon, on devra prendre des mesures un peu plus conséquentes sur la préservation de la forêt. Ouais. Pour terminer, vous êtes inquiet ou pas pour la forêt? Non, je suis inquiet plutôt pour l'humain. Qu'est-ce qu'il va faire avec la forêt? Mais il y aura la manière dont on va s'adapter. Voilà, tout à fait. Mais il y aura toujours de la forêt à long terme. Et ça, c'est une des bonnes nouvelles. Eh ben, merci beaucoup à Maxime Schumacher. Pour en savoir plus sur votre métier et sur la gestion de nos forêts, rendez-vous à Levaux le 22 novembre, donc vous l'aurez compris. Andrea, on retourne à toi, du coup, à la caserne des pompiers. Qu'est-ce que tu vas nous montrer maintenant ? Oui, Alexandre, effectivement, position de repos à présent. Je suis en compagnie d'Alexandre Gervais, caporal. Bonjour. Accompagné également du premier lieutenant Anne-Laure. Merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, cette journée de recrutement, qu'est-ce qu'elle symbolise pour vous et c'est quoi l'objectif déjà ? Alors, l'objectif pour nous, c'est de pouvoir augmenter les effectifs dans nos rangs. Chaque année, pour cause de déménagement ou perte, on va dire, un petit peu de l'envie, arrivée d'un certain âge, on perd des membres et on a besoin de réaugmenter le personnel au sein de nos rangs. On a essentiellement besoin de monde disponible de jour, parce que ça, on a de moins en moins de gens disponibles. Anne-Laure, une aventure que vous avez rejoint il y a quelques années déjà. Vous êtes vous enseignant spécialisé. Si vous deviez convaincre les gens qui nous regardent pour venir justement rejoindre l'aventure, vous leur dites quoi ? Venez vous challenger, trouver des nouveaux défis et aussi des nouveaux amis, parce que c'est assez sympa. On est une bonne équipe, on s'entend assez bien. Ouais, alors, vous avez été notamment en charge d'organiser les 30 ans de la caserne du SDIS Blanc-sur-Yonne. Ça, c'est pas rien. Ça s'est passé comment, cette journée ? C'était incroyable. On a eu des casernes qui sont venues de toute la région, même jusqu'à Fribourg, les Fribourgeois qui sont venus participer à un challenge, tout ça pour le Parkinson Lourd. Et puis après, on a fait une soirée avec un petit film et puis retracer un peu les étapes de nos casernes à travers nos commandants. Puis j'avais une équipe hors pair pour m'aider derrière, donc grâce à eux, on a pu faire quelque chose de mémorable et de très sympathique. Ouais, est-ce qu'il y a des gens qui vous ont rejoint justement après cette journée des 30 ans? Parce qu'il paraît qu'il y a eu des petits challenges entre les sapeurs-pompiers et puis les habitants qui ont pu essayer, qui ont été challengés. Alors, on pourra contrôler ça ce soir, mais effectivement, à l'issue de cette journée, beaucoup de gens nous ont demandé des renseignements, nous ont demandé comment ça pouvait se passer, comment venir. Et puis, la réponse qu'on leur a donnée, c'est venez le 2 novembre à 19h30 à la caserne. Ouais, Alexandre Gervais, est-ce que sérieusement, ça marche, cette journée de recrutement? Est-ce qu'elle vous amène du monde après dans le cas concret? Oui. Alors, chaque année, on a, on va dire, une quinzaine de participants qui se concrétisent sur une dizaine de recrues chaque année. C'est-à-dire qu'il faut des gens qui sont un peu disponibles durant la journée. Et puis d'ailleurs, on a appris que notamment Nyon avait un nouveau label qui encourage justement ses employés à faire partie du sapeur-pompier. Là, aujourd'hui, vous êtes à combien d'effectifs? Alors, de jour, on a, on va dire, une vingtaine de personnes disponibles, mais pas en permanence. Et ça, pour assurer, on va dire, toute la semaine, 7 jours sur 7, quoi. 5 jours sur 7 en semaine, en tout cas. Oui, ce nouveau label employeur est là pour encourager les entreprises à libérer, parce qu'on a besoin de personnel de jour disponible, bien sûr, mais on a surtout aussi besoin d'employeurs qui laissent ces gens venir intervenir là-dessus. Est-ce qu'il a été difficile de convaincre votre employeur?
Alors moi, je suis pas libérable de jour. Moi, je suis plutôt de nuit. Et puis j'ai des accords avec ma direction que comme je suis officier, puis que si je pars en intervention, que je puisse revenir plus tard au travail. Et ça, ils sont d'accord. Et on peut gentiment, des fois, un peu discuter pour un peu plus, mais c'est plus difficile. Parce qu'en tant qu'enseignante, c'est difficile de laisser les élèves en plan. Ouais, vous avez l'impression que ce label, il peut changer quelque chose, justement, aujourd'hui? Moi, je pense qu'il faut que revaloriser, en tout cas, les entreprises qui peuvent libérer nos sapeurs, parce qu'on en a besoin de jour, parce que le feu s'arrête pas, ou les événements s'arrêtent pas en journée. Et puis, on a vraiment besoin de personnes disponibles. Donc, si ça peut revaloriser et motiver les patrons à libérer des gens, c'est génial. Ouais. Oui, donc prends ça. Alors, Alexandre, merci beaucoup d'avoir été avec nous et puis on prend rendez-vous. Donc, venez faire un petit tour du côté de la caserne Justice Blancherie. Merci, bonne journée à vous. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée. Merci beaucoup Andrea de nous avoir fait vivre cette journée des recrutements des pompiers qui a lieu partout en Romandie et dans notre région en ce jeudi 2 novembre. On passe tout de suite au sport avec vous messieurs Xavier Strasser et Manu Ribeiro. Rejoignez-moi sur ce plateau, on va parler du FC Genolier-Benien, tenant en titre de cette coupe vaudoise qui disputait les 8e de finale. C'était hier soir face à Payerne. Résultat 5-1 en votre faveur Xavier. Ça y est, ouf. C'est passé, vous êtes en quart, on peut regarder vers l'avant. Ouf, oui. Dans la situation où on est en championnat, on va dire que la coupe, c'est quand même un peu la cerise sur le gâteau qu'on peut jouer et défendre notre titre. Notre objectif, c'était d'être encore en coupe pour 2024. C'est objectif atteint aujourd'hui. Après, jusque-là, de gagner la coupe, il reste quelques marches et on verra l'avenir. Ouais, on verra l'avenir. Ça, c'est vraiment la parole du coach. Mais je me tourne vers le capitaine d'équipe, Manu Ribeiro. C'était un match pas simple, je crois, parce qu'en première mi-temps, vous vous êtes fait un petit peu peur avant justement de reprendre vraiment l'ascendant sur la deuxième mi-temps et puis d'arriver à ce résultat sans appel de 5-1. Effectivement, on a bien commencé le match. On a marqué un coup franc assez rapidement et on a pris on a encaissé un but par des petites erreurs de notre part. Et effectivement, quand on joue contre une équipe qui est à une ligue inférieure à la nôtre, il y a cette motivation chez eux qui était là. Mais on a su marquer ce 2-1 juste avant la mi-temps qui nous a fait énormément de bien. Est-ce que, justement, on a un peu plus de pression dans ces matchs-là? Parce que je sais que vous disputez en ce moment aussi le championnat en deuxième ligue. Mais là, le match de qualification de Coupe vaudoise, alors que vous êtes les tenants en titre, ça met une pression supplémentaire? Alors, la pression, comme je disais à mes gars avant le match, effectivement, tout le monde veut nous battre. Le fait qu'on a gagné l'année passée, ça donne cette envie. Après, la pression, on doit la prendre pour nous et puis jouer notre jeu. Ouais. Donc, on l'oublie assez rapidement. Xavier, vous la ressentez, vous, justement, le fait d'être le tenant en titre de cette coupe-là, ça met de la pression aussi sur vous comme coach? Bon, après, c'est comme je vais dire à mes joueurs, la pression... Au foot, on ne devrait pas l'avoir, on devrait jouer pour se faire plaisir. C'est sûr qu'il y a toujours des enjeux. Maintenant, la pression, on ne doit pas se la mettre. On a une équipe qui se connaît bien. On doit continuer dans cet état d'esprit qu'on a depuis l'année passée où je suis arrivé. Et la pression, je pense que dans d'autres domaines, ils peuvent avoir de la pression. Ouais. Nous, dans le sport, je pense que il y a un titre pression. À défendre quand même. Il y a un titre à défendre, bien sûr. Je dis pas qu'on va pas. Notre objectif, c'est pas de la gagner, parce que bien sûr, on fait pas tout ça pour rien. Maintenant, la pression de perdre, c'est une mauvaise pression. Je pense qu'on peut se mettre une pression chacun de faire une bonne performance. Ouais. Et en faisant ça, je pense qu'on peut gagner tous les matchs. C'est quoi la suite, justement, les quarts de finale? Quand est-ce qu'on sera fixé sur vos adversaires? Je crois déjà, ce qu'on peut dire, c'est que vous êtes les derniers de la côte, de la région de la côte, à être encore en course actuellement dans cette Coupe vaudoise. Mais la suite, c'est quand? Alors là, il y a eu un match annulé qui était Échalon 2 contre Vonage, qui sont deux équipes de deuxième ligue. Et en fait, le vainqueur va jouer contre nous. On se déplacera chez eux. Donc ça sera la suite. On ne sait pas encore quand le match sera refixé. Mais en 2024, c'est ça, pour les quarts de finale ou... Alors, ça sera fin mars 2024, il me semble, pour les quarts de finale. Ouais. Je n'ai pas regardé aussi loin, parce que je regarde étape par étape. Ouais, il y a encore plein de matchs avant, justement. Et notamment ce week-end, il y a sauf erreur, vous me dites, Manu, mais le dernier match avant la pause hivernale, à domicile face à Champagne. C'est juste. Ouais, c'est ça. Bon, alors, dernier match avant la trêve hivernale, justement, comment vous vous sentez? Là, on est sur une bonne lancée depuis un moment. On n'enchaînait pas les victoires, donc finir en beauté, ce serait parfait. C'est vrai qu'on peut avoir quand même
un regret de notre premier tour. On a eu quand même un début de saison très compliqué, énormément de matchs en peu de temps, beaucoup de blessés. Maintenant, ça va nous faire du bien. Un peu de repos et puis remettre la machine en route pour ce deuxième tour. Et pour regrimper ce classement, vous êtes 10e actuellement, Xavier, du classement donc, de 2e Ligue. Bon alors, j'aimerais savoir un peu, le coach, il réfléchit à quoi là, pour le printemps prochain? Allez, on va déjà regarder vers l'avenir. Comme il dit Manu, je pense que c'est très bien analysé. On a eu beaucoup de matchs au début de saison. Je pense que le calendrier n'aide pas des équipes amateurs parce qu'on a joué 8 matchs en 28 jours. Donc tous les 3 jours, il y avait un match avec des joueurs qui travaillent. Les récupérations, c'est très intense. C'est pas la même chose, c'était très intense. Ça nous a pas aidé. Il y a eu beaucoup de blessés. Je pense qu'au deuxième tour, l'objectif, c'est que ces blessés reviennent, fassent une bonne préparation, en espérant qu'il n'y ait pas autant au deuxième tour qui soient absents. Et le groupe qu'on a, c'est un très bon groupe. Il y a toujours 2-3 ajustements qui se font dans le sport, c'est normal. Mais de garder le groupe, d'avoir les joueurs blessés qui reviennent et de faire un deuxième tour dans l'optique comme on a fait l'année passée, qui était un deuxième tour très réussi. Donc d'assurer ce maintien en 2e Ligue. Alors, le maintien, j'y pense pas. Sincèrement, avec l'équipe qu'on a, on ne doit jamais penser qu'au maintien. On doit regarder devant, avancer dans ce tableau et gagner des places. Mais le maintien, on parlera de ça si jamais 5 matchs avant la fin. Mais c'est pas dans mes pensées pour l'instant. Bon, on se reverra d'ici là. Xavier et Manu, merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie aujourd'hui. Et puis, on suivra la suite de cette Coupe vaudoise et forcément de ce championnat de 2e Ligue. Voilà, je vous invite à quitter ce plateau. Je vous souhaite une belle journée à tous les deux et on va passer tout de suite à la culture. Voilà, puisque donc nous allons accueillir Naomi Cachot-Gallet. Rejoignez-moi avec Céline Byrne. Voilà, vous êtes toutes les deux pour la Journée des Arts. Voilà, il y a même un petit flyer que je peux montrer à la caméra. Voilà, cette Journée des Arts, 5e du nom, c'est la 5e édition. Voilà, avec une plus grande affiche en images, c'est bien mieux, effectivement. Naomi Cachot-Gallet, vous représentez cette association de développement des arts plastiques qui organise cette 5e édition à Nyon, dans 28 lieux avec près de 50 artistes. Une manifestation gratuite. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur le concept de cette Journée des Arts ? Alors, c'est comme vous l'avez dit, c'est vraiment durant une journée, les musées, les galeries, les ateliers d'artistes ouvrent leurs portes. Et donc l'idée, c'était vraiment de rendre l'art accessible à tous et de vraiment mettre en lumière aussi les arts plastiques à Nyon. Et puis de permettre aussi peut-être de découvrir ou de redécouvrir des espaces qui sont dans la ville dédiés à l'art ou des espaces aussi plus insolites qui sont justement les ateliers d'artistes et qui ouvrent exceptionnellement leurs portes cette journée-là. Il y a aussi, je crois, une volonté un peu de casser l'idée que l'art pourrait être réservé à une certaine élite, et puis notamment l'art pictural, l'art qu'on retrouve dans les musées, dans les galeries. Comment est-ce qu'on fait quand on a une manifestation comme la vôtre pour casser un peu ces clichés-là ? Alors, déjà, le fait qu'on a vraiment l'envie que tout soit gratuit. Donc, c'est vraiment pour vraiment rendre accessible l'art à tous, que chacun puisse se sentir libre d'entrer dans un musée. La notion de porte ouverte, qui est quand même cette intention que chacun puisse se sentir vraiment libre et accepté. Et voilà, on souhaite aussi, c'est aussi ça qu'on recherche, le fait qu'il y ait cette diversité aussi d'artistes, que chacun puisse peut-être venir, peut-être s'identifier plus à un travail, à un artiste qu'à un autre, donc que chacun puisse peut-être s'y retrouver et d'être peut-être touché ou sensible, découvrir vraiment un travail en particulier. Et par exemple, l'univers de Céline Byrne. Exactement. Bonjour. Voilà. Vous êtes une artiste originaire de Bâle. Et alors, on vous présente comme le coup de cœur de l'association qui organise cette Journée des Arts avec vos peintures. Voilà, qu'on va voir justement à l'image vos œuvres. Qu'est-ce que ça vous fait déjà d'être le coup de cœur en fait, de cette Journée des Arts ? Comme je l'ai dit, c'est un honneur de pouvoir montrer mon travail toute une ville. Et oui, je me réjouis beaucoup. C'est toujours un travail qui est né dans l'atelier seul. Et après, c'est toujours une joie de voir les réactions et pouvoir faire découvrir votre travail ici aussi à Nyon, parce que vous avez aussi parcouru le monde avec vos œuvres. Mais alors voilà, on voit quelques images à l'écran. Comment est-ce que vous pourriez définir votre art ? C'est toujours difficile comme question, mais... je pense que c'est pas... Je peux pas définir...
je peux juste définir ce que c'est en moment parce que c'est quelque chose qui se développe toujours. Mais en ce moment, c'est vraiment, je mets mon focus, oui. sur le portrait. Et ça m'intéresse beaucoup, le regard intime qui permet une connexion. Une connexion, exactement. Ouais. Et puis je crois que vous travaillez vraiment le symbolisme. Qu'est-ce que ça veut dire de travailler le symbolisme? Je pense que c'est vraiment comme la journée des arts qui ouvre vraiment la porte à tout le monde. Je crois que le symbolisme, c'est aussi quelque chose qui nous connecte tous parce qu'on a tous une idée en tête ce que veut dire un cœur ou même un âne ou quoi que ce soit. Je crois qu'on comprend tous le symbolisme d'une manière... Oui, d'une manière, chacun a sa propre manière, effectivement, de définir les différents symboles qui viennent justement illustrer votre art. Naomi, comment est-ce qu'on pourrait définir justement, pourquoi c'est le coup de cœur de votre association, le travail de Céline? On a vraiment été touchés par son travail, la richesse de son travail, la manière dont elle travaille les couleurs. Il y a beaucoup de poésie, beaucoup de sensibilité dans son travail et c'est très, très, très riche. Ouais. Donc on a vraiment voulu soutenir ce qu'elle fait et on est vraiment très fiers de la voir et on est vraiment ravis de pouvoir présenter son travail lors de cette journée. On se réjouit de pouvoir voir ça aussi donc le 4 novembre. Un dernier mot peut-être pour nous mettre encore l'eau à la bouche. Quel serait un autre focus, pour reprendre le mot de Céline justement, où on pourrait mettre notre radar en cette journée? Alors il y en a énormément, donc je vous invite à regarder déjà. Le programme est riche, 50 artistes quand même. Voilà. Mais je pense que c'est important de parler de Yann Gross, qui est notre invité, donc l'invité de la Journée des Arts. C'est aussi un honneur de pouvoir l'avoir pendant cette journée. Il va exposer à l'atelier photo. Donc je vous encourage à aller voir son expo parce que c'est un super artiste. Donc c'est un artiste photographe suisse roman, mais qui a maintenant une renommée vraiment internationale. Et ça va être très intéressant parce qu'il va présenter en partie un projet qu'il développe déjà depuis pas mal d'années, autour notamment des avalanches. Et il va présenter en exclusivité un tout nouveau projet, une nouvelle recherche sur laquelle il travaille. Donc avec une nouvelle technique dont je ne vous en dis pas plus. D'accord. Je vous invite à aller... Eh bien, tout ça, donc, dans cette 5e édition de la Journée des Arts. Naomi, Céline, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur NRTV pour nous parler de cette Journée des Arts. Et merci à vous qui êtes chez vous de nous avoir regardés. Je vous souhaite un agréable week-end. Enfin, non, pas tout de suite, parce qu'il y a le cinéma qui revient dès vendredi. Voilà, avec l'émission mensuelle, on parlera notamment du nouveau film de Miyazaki, d'Albert Dupontel et de David Fincher. Voilà pour le programme. Sinon, bon week-end. Et puis, on se retrouve lundi pour une nouvelle quotidienne.